Les gars, le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Onibi. Yeah! Onibi qui est une eau d'excellente qualité. Absolument. En plus, c'est environnemental. C'est une canette en aluminium. Donc, évidemment, c'est 100% recyclable. Il y a 4 saveurs. 4 saveurs. Ici, on a la lime. On a Mûr, orange sanguine et fruits du dragon. fruits du dragon. C'est un produit local aussi, en fait, puisé dans une esquerre du côté de Lassar, dans le secteur de Lassar, en canetté. Ça se dit-tu? Embouteillé, mais en canetté. En canette dans le secteur d'Amos. Ouais, puis c'est l'eau qui fait le moins de transport. Ouais, Part parce- de la sœur qui va directement. C'est un véhicule 100% électrique en plus. C'est une initiative que Onibi a fait. Donc, encouragez-les, supportez-les. Merci aussi de supporter le podcast, supporter Bon en Salle. Continuez d'écouter nos épisodes. Grâce à eux et d'autres choses, on fait du bon contenu. Donc, merci Onibi. Et là, on va se rappeler que Onibi, c'est bon en salle. C'est bon, ça. Et bienvenue à une autre édition de l'émission Bon en salle, le théâtre en partenariat avec le Théâtre des Esquerres. Je suis l'animateur de ce soir. De qu'est-ce qu'il y a, Benoît? Ouais, on s'est débarrassé de Mathieu Proux. Oui, on a fait du ménage avec Mathieu Proux qui est absent. Ça fait plus de place sur le côté de la table. Ça fait que ma bédaine est moins en évidence quand je suis au 90. Je suis Pierre-Marc Langevin. Je vous présente Benoît Saint-Pierre, interrupteur de masse. Ça va bien, Benoît? Ouais, super. Hey, on a encore une fois des belles canettes d'Onibi en avant de Ben nous autres. oui, Comment ça que puis, c'est là, ça? Puis là, il y en a une blanche, là. C'est la première qu'on la voit ici, là. Ouais. C'est un eau plate, ça. Elle est même pas pétillante. Non, mais tu sais, vu que c'est une eau de Onibi, mais on pourrait dire que c'est de l'eau le fun. Ah, ben À la oui. place de dire que c'est de l'eau plate, mais elle n'est pas gazifiée. Mais Ben oui. elle fun pareil. Elle est fun, puis on le sait toujours que Onibi, anyway, ben, c'est bon en salle, hein? C'est bon en salle. Yes! On est là pour rencontrer Justin Laramé, qui est l'auteur de la pièce Rondelet, qui va être présentée ici ce soir à Amos. Pour les gens, ça va être dans le passé. Mais Auteur et comédien. auteur et comédien, Producteur Et producteur. co-metteur en scène. Co-metteur en scène. recherchiste. Oui, vraiment recherchiste aussi. Plusieurs chapeaux sur le projet. Premièrement, bienvenue. Merci de m'accueillir. On va commencer par le plus simple, je pense, la genèse du spectacle. Comment ça t'est venu là, d'écrire un spectacle sur la réalité des agriculteurs au Québec et tout ça? Il y a un festival, en fait, le FTA à Montréal, il y a un gros festival de théâtre-danse international. Ils font un off, et dans le off, ils font ce qu'on appelle des mix-off. Donc, ils demandent à des artistes, ils le jumellent avec un scientifique, puis ils demandent à l'artiste d'essayer de trouver une solution artistique à un problème scientifique, tout simplement. Fait qu'évidemment, ça donne des utopies, ça donne des choses pas tout à fait possibles, mais toujours très agréables. Et moi, j'ai été jumelé à une femme qui s'appelle Ginette Lafleur, qui, elle, faisait son doctorat sur le suicide chez les producteurs laitiers. Fait que tout a commencé là. On a commencé à faire des installations dans les fermes, aux portes ouvertes sur la ferme. Et à ce moment-là, on était en 2016-17, fait que ça fait un bout de temps. Ouais. Ça allait très, très mal dans le secteur laitier. C'était la renégociation de l'ALENA. Trump voulait faire tomber la gestion Oui, de oui, oui. Le Guide alimentaire canadien voulait sortir les produits laitiers du Guide alimentaire, ce qui a été fait. Les producteurs laitiers avaient 64,6 sous-lectolitres à ce moment-là, ce qui était passé pour couvrir leurs frais. Fait que c'était vraiment une catastrophe. Donc, voilà, en mettant la main dedans, le bras épalé, puis finalement, à force de rencontrer les producteurs, on s'est aperçu qu'il y avait un sujet assez important là, en fait. Ouais, puis on va revenir tantôt au sujet de la pièce, mais tu dis qu'en 2016, c'était vraiment catastrophique. Est-ce qu'en 2023, ça s'est amélioré un peu ou on a passé la main, on est rendu au bras puis les jambes? Là? Non, ça s'est vraiment amélioré pour les producteurs laitiers. On vient d'avoir une augmentation. Je ne sais pas si vous faites l'épicerie. Donc, oui. les produits laitiers, c'est 11,6 d'évaluation d'augmentation des produits laitiers. Donc, évidemment, on n'est pas contre le fait que les producteurs laitiers fassent de l'argent. Ils travaillent comme des fous raides. Ouais. Mais après ça, oui, ça va vraiment mieux. On est autour de 96 sous l'hectolitre. Donc, c'est, voyez-vous, de 64 à 96, là, c'est une bonne marge. Ou le litre, là, dans le fond. C'est que tout ça est compliqué par des classes de lait. Tout ça est expliqué dans le spectacle de façon plus ludique que ce que je pourrais faire là. Mais oui, ça va. Simplement dit, ça va mieux, sauf qu'on perd la moitié des fermes laitières au Québec. On a perdu la moitié au cours des 20 ans. Et là, ça s'accélère. Même ici, en Abitibi, on est rendu à peu près 100 fermes laitières. Il y en avait 150, 160 il n'y a pas si longtemps. Là. Oh shit, OK. Ouais, fait que c'est des problèmes qui sont vraiment dans le cœur de chez nous puis qui sont dans le cœur de nos fermes. C'est notre principale production agricole, le lait.
On fait 46 % du lait au Canada. Fait que oui, le lait, quand ça va mal dans le lait, ça va mal dans plein d'autres aspects, mais c'est vraiment un baromètre important de savoir comment ça se passe en agriculture. Puis là, présentement, c'est une consolidation des fermes. Fait que les fermes deviennent de plus en plus grosses, de plus en plus vite, puis on perd de plus en plus de petites fermes. Puis, sais-tu, il y a comme une baisse de la consommation du lait selon les recommandations du gouvernement. C'est-tu une des causes aussi qui fait que c'est moins vendu, des choses comme ça? Augmentation de la commande. C'est qu'en fait, l'ennemi numéro un de l'écologisme en réaction aux produits laitiers, on pense que parce qu'on, comme adulte, on boit de moins en moins de lait, ça c'est un fait, mais on en mange de plus en plus. Ah, ben oui, le fromage, oui. Tu prends 10 kilos de lait pour faire 1 kilo de fromage. Plus on mange du fromage, plus on mange du yogourt, plus ça avance, plus on consomme du lait. Je pense que le taux de croissance, là, il est autour de 3-4 %, mais là, je m'avance un peu. On est en croissance. Notre consommation est en croissance de produits laitiers au Québec. Fait que le problème, c'est plus le surménage, le travail, puis les coûts faramineux qui sont reliés à ça, finalement. Bien, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il n'y a plus personne qui veut de cette vie de fou-là. Oui, je peux comprendre. 2 fois par jour, être attaché à une ferme, faire le train 2 fois, avoir immensément de dettes. C'est une job qui est vraiment stressante aussi, dans la mesure où il n'y a pas personne qui peut se partir d'une ferme laitière demain matin. C'est fini, ça, à cause du prix du quota. Fait qu'à partir de là, ce qui arrive, c'est que souvent, les fermes sont données de père en fils ou de famille en famille, mais c'est souvent un milieu assez masculin. Ouais. Ben, c'est dur en tabarouette de dire que tu le feras pas. C'est déjà une brisure dans la famille. Fait que souvent, les personnes qui sont là, ils reçoivent tout le poids de génération. J'en interprète un dans le show, c'est la 16e génération de producteurs laitiers. Okay. Fait que, il y a beaucoup de pression qui vient avec ça. Ne pas être celui qui lance la serviette. Fait que déjà, ça, c'est déjà un facteur important, c'est la détresse des producteurs. La deuxième chose, c'est qu'ils sont toujours avec leur famille. C'est que finalement, tu vas te traire avec ta famille, tu fais la paperasse avec ta femme, tu reviens là, hop, il y a le truck qui part. Faut que donc, cette affaire-là met aussi beaucoup de pression sur le noyau intime. C'est pas juste tu vas à job, tu reviens, tu fais tes affaires. Ouais. Fait qu'il y a plusieurs choses qui complexifient la vie d'un producteur laitier et le prix dans ce temps-là. Là, c'est plus le cas, mais leur vie demeure extrêmement difficile. Ça, c'est assurément. C'est fou, là, quand t'en parles avec une passion qui est vraiment incroyable. T'as fait ta recherche sur le terrain. Comment t'as-tu vécu sur une ferme pendant un certain temps pour le monter? Non, en fait. Puis au départ, quand le spectacle a été créé, je me disais, mais je suis qui, moi, pour parler de ça? Oui, c'est toujours une bonne question. Je suis né en Outaouais, tu sais, je viens pas du tout de là. En même temps, c'est exactement ça que c'est avéré intéressant. Ce qu'on appelle la posture naïve en théâtre documentaire, c'est que plus la personne est naïve au départ, plus on est capable de prendre n'importe qui dans la salle puis de l'amener vers nous dans le narratif. Parce que moi, j'ai besoin de comprendre. Donc, dans mon chemin qui part de loin, la personne le comprend en même temps que moi. Puis ce chemin-là est bien intéressant. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait jamais à quoi va ressembler le spectacle au début. Ça va être quoi le spectacle à la fin? J'avais des idées, mais finalement, la posture de l'urbain a contribué grandement à rétrécir le fossé entre les urbains, justement, puis ceux qui vivent de l'agriculture, etc. Et c'est ça le but du show. Fait que finalement, quand les agriculteurs, vont se voir des producteurs laitiers, ce soir, viennent voir le show, ils font « Ah, ils me jugent pas ». Ils pensent pas que je suis en train de tuer l'environnement, que je suis en train de battre mes vaches, que c'est pas ça. On pose un regard, au contraire, plein d'empathie sur ce métier-là. Et en soi, je pense que ça contribue au rapprochement. Si je venais de là, j'en parlerais d'une autre façon. Mais comme je viens pas de là, j'ai besoin de comprendre. Et moi, c'est la politique de la chose qui m'a intéressé principalement. Oui, c'est ça, parce que les producteurs de lait, ils ont vraiment beaucoup... C'est pas juste le prix, le fait d'être aux normes environnementales, d'avoir l'espace, puis de nourrir. Après ça, il peut y avoir un feu. Aux œufs Richard, producteur d'œufs, la ferme avait déjà passé tout au feu avec ses 100 000 bêtes. Fait que, tu sais, c'est quand même une grosse affaire. Fait que c'est la même chose pour les producteurs laitiers, j'imagine. C'est la même affaire. Puis, tu sais, ils sont vraiment, comment dire, déjà le travail est tough, mais, tu sais, ils doivent occuper aussi, tu sais, genre 100 métiers. Ils font de la paperasse, ils réparent des tracteurs, ils font les vaches, ils soignent les animaux. Il y a tellement d'affaires à faire dans une journée que c'est un peu de ça dont je me suis inspiré pour faire le spectacle, justement. C'est que le spectacle, finalement, je fais tout dedans. Et c'est un peu un hommage à j'arrête jamais, si je passe des fils, rentre des affaires, monte des boîtes de son, va chercher ça, me change de personnage, j'arrête jamais. Et en soi, il voit un peu le rapprochement entre la culture et l'agriculture dans le spectacle. Fait que il y a plusieurs de ces choses-là qui se sont déposées avec le temps. Au départ, je pensais que c'était comment dire, c'était pas un défaut, mais que ça allait être dangereux pour moi de parler. C'est un milieu très fermé aussi, l'agriculture. Fait que je pensais qu'au contraire, j'allais être accueilli avec une brique puis un fanal. Puis je dis des choses
choses assez... on avait peur de plusieurs poursuites. On avait vraiment peur au départ. Finalement, Des poursuites? Ah oui, oui, oui. Pourquoi? Des poursuites parce que finalement, ce dont on parle écorche des gens assez haut placés. Ça fait qu'on se retrouve dans une posture où ces gens-là auraient pu décider que finalement, ils n'ont pas dit oui à se faire enregistrer à ce moment-là. Puis ils auraient pu mettre une injonction. On a eu peur là, jusqu'à 2 semaines avant la première qu'il y ait une injonction sur le spectacle, donc on ne soit pas capable de le diffuser. Ah ouais, ok. T'as fait que tu l'as passé par un. T'as-tu fallu que tu passes par un chemin légal ou non, parce que vraiment je pense qu'il n'y avait pas matière pour eux. Puis de toute façon, c'est une erreur en fait d'un des présidents du CA d'une grande compagnie de transformation laitière qui finalement il a fait une 2e fois cette erreur-là à son assemblée annuelle. Donc ça devenait inutile d'empêcher ça dans le spectacle. C'était déjà rendu public. Ouais. Donc là, ça a fait descendre un peu les affaires, la pression. Mais c'est la même chose avec, là c'est moi qui en parle, je peux pas croire que je parle de ça, mais c'est la même chose avec Christine dans J'aime Hydro. Christine, elle connaît pas l'hydroélectricité, finalement elle connaît l'hydroélectricité, et finalement le chemin qu'elle parcourt, c'est le chemin que le spectateur parcourt. Fait que ça, c'est très... ça marche bien, tout simplement. C'est que narrativement, ça marche bien. Là, tu as parlé de J'aime Hydro, c'est un peu le même type de pièce, c'est-à-dire c'est un docu-théâtre qu'on appelle ça? Exact. C'est un théâtre documentaire. Moi, il y a de la fiction dedans. Je le dis au départ, il y a toute une posture un peu où est-ce que j'exagère certaines affaires puis on comprend très bien que je suis en train de le faire. Moi aussi, la différence, c'est que sur scène, dans J'aime Hydro, il y a Christine qui est la narratrice, elle, puis après ça, il y a Mathieu qui fait tous les autres personnages. Moi, je fais tous les personnages et moi-même en plus. C'est vraiment le but, ça vient de Ginette, en fait. Un moment donné, je disais, présente-moi une première personne, un producteur, tout ça, puis il était comme genre, c'est un milieu difficile, ils voudront pas t'accueillir. Puis à un moment donné, elle me dit, regarde, va voir elle, là, mais mets-toi à leur place. Puis là, la clé du spectacle est apparue. J'ai fait, je vais littéralement les jouer. Fait que là, l'empathie, ce moment-là, puis la deuxième clé qui est apparue, c'est que finalement, j'ai fait, ce sont toutes des familles, ce sont toutes des fermes familiales. Je vais mettre ma famille. Fait qu'on entend mes enfants vieillir de 2 ans à 7-8 ans avec moi sur le stage quand ils demandent du lait, quand ils veulent devenir végés, quand ils traversent tous ces conflits-là avec nous. Fait que ça, c'était la deuxième clé importante. Comme ça, quand les producteurs viennent voir le show, ils font « OK, il est allé all-in. Sa famille est là, il est impliqué, il n'est pas en train, il prend pas une posture verticale, en fait, par rapport à tout ça. » Oui, puis j'imagine aussi que tout le marché américain doit avoir une grosse pression aussi sur le lait canadien parce que avec la présidence de Donald Trump, ça a changé des choses parce qu'il y avait de la protection pour les produits laitiers parce qu'on voulait pas le lait américain qui est plein d'OGM. Ouais. Mais là, il y a cette frontière-là maintenant qui est ouverte. Oui et non. Donc, la renégociation, on a un système qui s'appelle la gestion de l'offre dans le secteur laitier. Gestion de l'offre est là dans la dinde, dans les œufs, dans le poulet, la volaille et dans le lait. Voilà, c'est les 5. Peut-être que j'en oublie un, peut-être pas. Là. La dinde, non, c'est ça. Voilà. Donc, ce système-là, si gère l'offre et la demande sur le territoire. Évidemment, c'est un système protectionniste, ultra protectionniste. Ouais. Donc, toutes les frontières sont ouvertes avec la renégociation de l'ALENA. Mais avec l'ALENA, même avant ça, on avait fait des brèches dans la gestion de l'offre. Donc, à ce moment-là, il y avait l'AECG et le PTPGP, qui sont 2 accords internationaux de libre-échange qui faisaient déjà une brèche d'environ 7 % dans la gestion de l'offre. Ouais. La nouvelle entente, qui est la CEUM, la CEUM, elle fait une brèche de 3,5 % supplémentaire. Okay. Fait que d'un côté, on a une entente transpacifique avec, mettons, on échangeait du bœuf contre des produits, fromages, etc. L'autre côté, c'est l'entente avec l'Europe, où là, tous ces fromages français-là sont arrivés chez nous pour ouvrir nos frontières, pour nous envoyer d'autres choses. Et de l'autre côté, avec les États-Unis, c'est la CEUM et avec le Mexique qui l'a fait entrer des produits laitiers. Chose importante, aucun lait de consommation. Donc, le lait liquide ne peut pas traverser les frontières. Non, c'est vraiment des produits laitiers. Transformés. Exact. Mettons de la poudre de lait ou des trucs comme ça. Exact. Poudre de lait, mais les fromages aussi maintenant peuvent rentrer, etc. Là, c'est vraiment des produits transformés. Oui, je me souviens qu'il y avait écrit aux nouvelles que ça chialait pas mal pour ça. Ben oui, je comprends parce que si c'est vraiment difficile déjà pour les agriculteurs, puis tu mets un autre 3,5 % de moins de lait de vente. Oui, puis on explique, c'est que là, finalement, nous autres, collectivement, le gouvernement appelle pas ça des subventions, appelle ça des compensations. C'est quand même de l'argent qui sort de nos poches. C'est que dans le fond, le système de gestion de l'offre empêche les subventions au secteur laitier. Tandis qu'aux États-Unis, le Farm Bill donne des subventions directement aux agriculteurs. Nous, la gestion de l'offre, ça coûte 300$ de plus par famille.
contrairement aux États-Unis, pour la même consommation par année. Sauf que si tu n'en consommes pas de produits laitiers, on ne les paye pas collectivement. C'est uniquement à l'achat. Ça, c'est l'avantage de la gestion de l'offre. Deuxième affaire très importante, il y a un pôle de transport. Gestion de l'offre est faite dans le lait pour occuper le territoire. S'il n'y a plus de gestion de l'offre, là, dans 5 ans, il reste 2 fermes en Abitibi. 10 fermes en Abitibi, pas plus. Ouais. Parce que toutes les usines de transformation sont en Montérégie puis dans le centre du Québec. Fait que le pôle de transport, lui, ce qu'il dit, c'est que tous les agriculteurs, peu importe où ils sont sur le territoire québécois, payent le même prix pour la ronde de lait, que le lait soit transporté de la ferme à l'usine. Ah. Ça, c'était conçu spécialement pour occuper le territoire québécois. Fait que là, si ça s'en va... C'est fini, le Gaspésie peut plus rien faire. Puis c'est ça, toutes les fermes dans les régions, ça va coûter ben trop cher à envoyer le lait. Saguenay, Abitibi, toute la Côte-Nord, tout le périphérique ne servira pas à rien. Après ça, il va y avoir, il y avait 300 laiteries au début des années 80 au Québec, il y en reste 6. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire. C'est que c'est pas juste les petites fermes laitières qui disparaissent, c'est aussi les petits transformateurs laitiers. Fait que tranquillement, pas vite, c'est les plus gros qui deviennent de plus en plus gros. Ouais, c'est ça. Et il y a des gens qui développent, vous en avez ici en Abitibi, des produits de niche. Parce que là, hop, tu vas chercher un bon fromage. Hop, il y a un lait qui n'est pas tout à fait cru, mais il est pasteurisé à basse température. Et ces initiatives-là vont continuer à survivre. Mais ce qu'on fait, c'est exactement ce qui arrive dans la société. On enlève le milieu. On est en train d'enlever le milieu complètement. Ouais. La ferme laitière familiale, traditionnelle, québécoise de 80 vaches est en train de disparaître. Et selon même les dirigeants de l'UPA, c'est impossible à arrêter. Il n'y a pas de façon de revenir en arrière. Ça veut dire que c'est la fin du lait au Québec, c'est ça que je comprends quand dans ton discours. C'est la fin d'un certain lait au Québec. Ce qui est fâchant pour eux autres, c'est qu'eux autres, ils ont un cahier de charge à peu près épais comme ça. Tandis que les produits qui rentrent des États-Unis, eux autres, ils n'ont pas les mêmes normes environnementales, non, pas les mêmes normes sociales. Donc, mettons, c'est des esclaves qui travaillent pour eux autres, des sans-papiers. Des prisonniers aussi. Des prisonniers, exactement. Autre chose importante, ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'il y a du... Oui, c'est vrai. Après ça, c'est des fermes. Nous autres, notre plus grosse ferme, elle a genre 2500, 3000 vaches. Les fermes, mettons, aux États-Unis, c'est 30 000 vaches. Donc, c'est toute une autre affaire. OK. Hormones de croissance, on en parlait tout à l'heure. La somatotropine, qui n'est pas permise ici. On ne la retrouve pas tant que ça dans le lait, à proprement dit. Il n'y a pas d'études. Le problème, c'est que ça surtaxe tellement c'est une stéroïde. Ça surtaxe tellement la vache. C'est ça qui cause les vaches avec des hublots là, que j'ai vu dans des affaires aux États-Unis? Non, au contraire, c'est super les vaches avec des hublots, ça. Les vaches avec des hublots, c'est justement ceux qui ont des flores intestinales parce qu'ils ont plusieurs estomacs. Ouais. Et quand tu as une vache qui est malade, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent le hublot, ils prennent les bonnes bactéries dans l'estomac de la vache puis ils les mettent dans l'autre. Et ça guérit l'autre vache. Ah! Mais, mais revenons-en. Ce qui arrive, c'est qu'aux États-Unis, en fait, le problème, c'est que les autres, ils chialent ici parce que la vache, c'est ça. Avec les stéroïdes, avec la somatotropine, elle a 20 ans d'espérance de vie, la vache. Elle peut facilement vivre 15, elle en vit 2 ans et demi. Donc, tandis qu'au Québec, c'est le double. C'est autour de 5 ans. Mais c'est un autre problème. Là. La vache peut vivre 15 ans, là, sans problème. Je suis allé visiter des fermes avec des vaches de 16 ans qui donnent encore du lait. Là. Fait que tout le système... est complexe. Le problème, c'est que le consommateur de Montréal qui va chercher son affaire est convaincu que c'est la faute du producteur laitier. C'est la faute du producteur laitier que la vache ne vit pas 15 ans, mais c'est pas la faute du producteur laitier. C'est comment le système est construit. Tu vois-tu un impact justement dans le milieu urbain quand tu rentres avec ta piste? Parce que j'imagine que quand tu viens dans les milieux ruraux, c'est plus de la reconnaissance, du remerciement, puis I guess que c'est de la surprise puis de l'éducation qui se passe en milieu urbain? Bonne question. Je dirais presque que c'est le contraire. Quand on le fait dans des endroits vraiment, pour moi, l'Abitibi est différent parce qu'on a quand même, on a des villes, etc. Mais quand je vais, par exemple, vraiment genre à l'Apocatière, où là, il y a une école d'agriculture, etc., les gens sont vraiment bien touchés qu'on s'intéresse à eux. Principalement. La deuxième chose, c'est que la réaction en ville est très forte parce que... les gens sont de plus en plus curieux de savoir ce qu'ils mangent, tout simplement. Et fait que c'est juste, les blagues, c'est pas les mêmes. Ils pognent pas à la même place. Les gens qui viennent voir le spectacle, quand je tourne à l'extérieur de Québec et de Montréal, ils tolèrent pas que je fasse de l'ironie sur moi-même ou sur les gens que je rencontre. T'sais, à un moment donné, je fais dans le show, genre, j'appelle Saputo, puis je fais semblant que c'est sûr que Saputo va vouloir tout m'ouvrir les portes de ses usines. Puis là, mettons, ils font genre, Justin Laramie, vous avez gagné un Gémeaux il y a 7 ans après une web-série. Je suis comme, oui, c'est bien moi. Je ris de moi, mais c'est comme, ils veulent pas que je rie de moi. C'est comme, non, tout est sérieux. Fait que le sujet il est important, puis... oui, ils prennent ça à cœur. C'est ça, on veut pas de sarcasme, on veut pas
d'ironie, c'est pas un ton. Ouais, je comprends. Fait que, non, mais en ville, on vient de rentrer, chez Duceppe, c'était plein, là, c'est des salles de 850 places. Ouais. À Licorne, on était complet pendant 5-6 semaines. Ça fonctionne aussi bien en région et qu'en ville, et c'est assez surprenant pour moi, je vais te le dire. Mais ça d'être... excuse, vas-y, Benoît. Mais je pense qu'aussi, le théâtre documentaire reprend une place... C'est bonne, hein? C'est une bonne eau locale, là. Tu peux dire, elle est bonne en salle. Elle est bonne en salle. Est-ce que je l'ai dit? Ouais. Ah oui, le théâtre documentaire. Je suis complètement subjugué par Onibi. Le théâtre documentaire, il y a comme une recrudescence aussi de ça. Là, c'est de plus populaire. Oui, en fait, je dirais même plus que ça. C'est unique au monde, là, ce qui se passe au Québec au niveau du documentaire. C'est complètement unique au monde. C'est pas que ça n'existe pas dans d'autres endroits, mais c'est qu'ici, tu sais, il y a justement quelques semaines, en novembre, il y avait Projet Polytechnique qui jouait au Théâtre du Nouveau Monde, porte-parole. Et de l'autre côté, il y avait Rondelet. Donc, les deux plus gros théâtres du pays sont occupés par 2 pièces de théâtre documentaire en même temps. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du théâtre québécois. Fait qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a même des gens, là, on fait des entrevues pour Toronto, pour Bloomberg, des gens qui ont travaillé pour eux, qui s'intéressent à ce mouvement-là. Pourquoi? Comment ça se fait qu'au Québec, ça, c'est en train de se passer, puis ça fonctionne aussi bien. T'sais. Parce que, tu sais, je me souviens d'avoir vu J'aime Hydro, mais sur Internet, là, il était disponible en épisode. Puis je trouvais ça vraiment intéressant la façon que ça avait été fait, puis juste que mettre son auto sur scène, ça rajoute quelque chose ou en tout cas une force différente pour dire hey, je participe avec ce qu'elle a fait. Tout à fait. Je trouvais ça vraiment intéressant, mais tu sais, c'est là que ça m'a fait un peu plus découvrir le théâtre documentaire. C'est il y en a eu, il va en avoir d'autres, je veux dire, les amis qui dirigent des théâtres, ils font comme là, on en reçoit en tabarouette. Là. Nous, on construit la suite parce que, comme là, je veux dire, je sais pas si vous avez vu en France, en Italie, en Allemagne, les agriculteurs sont dans la rue partout. Ils ont attaqué la Mona Lisa en fait semaine. Exactement, c'est une joke. Puis là, ils sont. Ah ouais, tu une joke là-dessus déjà? Ben, c'est parce qu'elle était déjà là, la joke, mais là, je l'actualise. Je fais tout le temps ça, j'actualise mes jokes. Parce qu'il faut dire, dans les communiqués de presse, ça parle suite à la détresse psychologique. Tu sais, je veux dire, c'est presque un show d'humour. Là. C'est pas loin d'un stand-up comique. Là. C'est vraiment, ça passe à la détresse psychologique des producteurs. Ce bout-là, il est pas drôle. Mais après ça devient un peu la détresse d'un consommateur avec ses kids qui fait genre, mais là, qu'est-ce que je fais, man? Je fais du théâtre dans la vie, là, je peux pas non plus là, acheter du lait Nutrinor bio qui vient d'un nuage de lait déposé devant chez nous. Je peux pas tout faire ça, c'est pas possible. Fait que comment on fait, t'sais? Et cette longue enquête-là, puis la connaissance en profondeur des mécanismes agricoles nous pousse à faire, là, on fait la deuxième partie qui s'appelle Temps de cochon, qui est sur l'effondrement de l'Imel, sur Princeville, sur Vallée-Jonction, pourquoi les abattoirs ont fermé, pourquoi on est l'endroit qui a le plus gros capital cochon humain au monde. C'est très étrange. Fait que, ah ouais? Au Québec? Au Québec, oui. Parce que j'ai vu on aurait dit des gros blocs appartements, mais que c'est des porcheries en Chine. Les usines chinoises, eux autres, à 30 000 parts, tout à fait, mais c'est juste son 1,5 milliard. Ouais, c'est sûr que... Fait que nous autres, grosso modo, là, dans le Klondike de notre affaire, là, parce que ça ralentit un peu, il y avait 7 millions de parts, 7 millions d'humains sur le territoire québécois. Un porc pour chaque humain. Fait que les porcs pourraient voter, hein, ça pourrait être Ils ont le droit de vote. Fait qu'on s'intéresse à ça parce que dans le fond, c'est tout un autre modèle agricole. C'est un modèle d'intégration qu'on appelle. Donc, il n'y a plus de producteurs ou très, très peu de producteurs. Non, il y a très, très peu de producteurs indépendants. C'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans le lait, mais qui pourrait arriver, que des compagnies achètent les fermes laitières et que finalement, ce qui arrive, c'est que le producteur laitier, lui, devient d'une certaine façon juste comme un locataire de toutes ces infrastructures. Ouais. Fait que ça, c'est un modèle qui est partout dans le port, puis on le voit, on le voit bien. Fait qu'on est, nous autres, dans une affaire où on pousse pour mieux connaître, mieux comprendre cette affaire-là. Puis, je sais pas jusqu'où ça va nous mener. On fait aussi un podcast avec Radio-Canada sur les abattoirs présentement. On est en développement là-dessus. Fait qu'on est vraiment sur qu'est-ce qui se passe, gang, comment on fait ça. Revoir qu'est-ce qui se passe avec notre agriculture puis de reprendre le contrôle finalement. Oui, puis faire le pont, encore une fois, faire le pont entre le monde agricole puis ceux qui consomment. Comment ça se fait qu'on n'a pas plus de produits québécois? Comment ça se fait qu'on a 7 millions de parts, mais qu'on rentre à l'épicerie puis qu'on n'a aucune idée si le porc vient du Québec ou pas? Ouais. Il y a des absurdités. Comment ça se fait qu'on a 400 000 vaches au Québec? Pourtant, tu vas acheter de la viande, tu n'as aucune idée. La viande, tu n'as aucune idée d'où elle vient.
Fait que Puis même dans la boucherie, tu sors de la boîte, c'est une boîte bien blende, puis c'est tout le temps les mêmes boîtes, tout le temps les mêmes affaires. Parce que ça fait l'affaire au monde qui font beaucoup d'argent, tu sais, fondamentalement. Parce que les producteurs, eux autres, sont obligés d'avoir une traçabilité. Ils rendent ça, Holstein Canada, un tag, un numéro, tout ça. Là. Et là, maintenant, toute la vie de la vache, admettons, ça doit être complètement documenté. Là. Et là, à un moment donné, la vache, elle a accouché. Parce que peut-être vous le saviez-vous pas, moi, je l'ai appris. Une vache, pour donner du lait, elle doit accoucher. Ouais. Elle doit accoucher à chaque année, là. OK. Ouais. Fait qu'ils sont tout le temps inséminés. Fait qu'ils sont tout le temps C'est vrai inséminés. que l'insémination est aussi importante. Ouais. Fait que, oui, puis après ça, c'est pour ça que tu te retrouves avec un nombre incalculable de veaux dont t'as pas de place. Pas de place pour tous ces veaux-là. Là. Puis en plus, le veau laitier, lui, là, il donne pas de lait, là, le mâle. Là. Non. Non. Fait que, puis c'est pas des races faites pour être engraissées. Là. Mhm. Exact. Fait que là, Qu'est-ce qu'on fait avec les veaux? qu'est-ce qu'on fait avec les veaux, tu sais? Fait que là, ça va mieux parce qu'une sécheresse aux États-Unis, fait que les autres, ils les achètent, mais je vous dirais qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de veaux par année qu'on ne sait pas où sont passés, là. Dans les années dernières, pandémie, etc., ça a été extrêmement dur. Ça, c'est passé un petit peu en dessous du radar. Ouais. Mais fondamentalement, ça pose des questions comme, fait que la vache, ça s'en va se faire, on n'a plus d'abattoir au Québec, on n'a plus de gros abattoirs. Fait que la vache, là, on a 400 000 vaches, là, la vache, ça s'en va se faire abattre en Pennsylvanie. Puis au moment qu'elle arrive en Pennsylvanie, chez Cargill, là, plus de traçabilité. Eux autres, c'est pas leur même modèle. Fait que tout ce que le producteur a fait ne sert à rien. Là, après ça va se faire mettre en boulette en Alberta pour McDonald's, puis ça va revenir où elle est née, en burger, puis personne ne va savoir d'où elle vient. Il peut y avoir jusqu'à 400 vaches dans une burger. Ça veut dire qu'une fois qu'elle rentre dans la boucherie, tu sais plus, tu peux Une être fois qu'elle rentre complet. à l'abattoir, À l'abattoir. c'est fini. On enlève la tête, c'est fini. C'est absurde, ça. Il y a les MRS aussi, qui est une autre affaire à cause de la vache folle. C'est qu'on n'a pas les mêmes normes au Québec qu'aux États-Unis. Ouais. Fait que c'est plus rentable de les envoyer aux États-Unis. Fait que puis de toute façon, on n'a pas d'abattoir. Fait qu'on est comme. nous autres, il y a des absurdités totales. T'sais, on essaie de. Nous autres, on est là, puis on recycle, puis on fait attention à essayer d'acheter. Puis, mettons, Ouais. Oui. les autres, ils envoient des vannes de vaches. Ouais. En Pennsylvanie, puis. Puis ce qui est ridicule, c'est que je sais qu'il y a un abattoir qui est pas si loin de la Ben, il y a- techniquement, on n'a en pas le Ontario. droit. En Ontario. En Ontario, Ontario, mais tu peux pas exactement. traverser la frontière avec. Je peux l'envoyer en Pennsylvanie, mais je peux pas l'envoyer en On peut Ontario. l'envoyer en Ontario, sauf que ce que Cargill fait, c'est que l'abattoir en Ontario, mettons, il y en a des vaches du Québec. Cargill, c'est... Cargill, c'est la plus grosse compagnie de viande au monde. Parfait, merci. Excuse-moi, continue. Il n'y a pas de souci. Puis, fait que, mettons, ce que Cargill fait, c'est que il veut éteindre tous les abattoirs possibles. Fait que, lui, mettons, ce qui est arrivé avec notre abattoir de vaches de réforme, on l'a fait, on l'a mis sur pied. Puis là, mettons, Cargill a fait, ouais, ben moi, je vous donne 40 cents de plus la livre. Fait que les producteurs, eux autres, ils ont fait, mais là, on va l'envoyer chez Cargill. Fait qu'il y a tellement de monopoles que finalement, même les initiatives, il y a des petits abattoirs, il y a celui en Ontario, mais fondamentalement, les vaches présentement s'en vont en Pennsylvanie, vont faire des milliers de kilomètres, vont passer des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures sans eau, sans nourriture. Tout le transport de ces vaches-là est un grave, grave problème là, dans l'industrie présentement. Puis l'inflation vient évidemment de la taxe carbone. Ouais, exactement. Non, mais il y a des absurdités dans ce milieu-là. Ben oui. Puis c'est pas la faute des producteurs. Non, c'est ça. la faute du système qui est crissement mal Ben, fait. mais tu sais, en même Puis- temps, on peut le voir, là, parce que tu sais, avec tous les problèmes écologiques, je pense qu'on commence à les vivre. Là, tu sais, janvier qui fait 2 degrés. Ben oui, J'ai jamais vu ça. janvier à Amos, 2 degrés, c'est très surprenant. Mais non, c'est Ouais, ça. c'est très fait que confortable. C'est... J'aime ça, par exemple. Mais on en reviendra, là. Ça, on y reviendra. Mais tu sais, avec tous les changements, c'est quand même. Mais ça, tu sais, tous ces mouvements-là, l'UPAC n'a pas de pouvoir face à ça. Ce serait quoi? C'est le gouvernement qui faudrait que mettre L'UPA, tu veux dire? L'UPA, excuse-moi, ouais. L'UPAC pourrait peut-être faire quelque chose. J'ai juste ouais. rajouté un cul. Ben, peut-être que, mais Mais, s'il rentre là-dedans, ça va être plus pour Ce d'autres que choses. je voulais dire, c'est que tu sais, puis le gouvernement, dans le fond, il met pas ses culottes parce que quoi, il en profite pendant ce temps-là par les corporations, il donne du cash, c'est quoi qui se passe? Non, les corporations, c'est moins un grand, c'est moins un grand complot que ça. C'est extrêmement difficile. Là, ça a été très très douloureux là, la fermeture de Colbeck-Stévenov pour les producteurs, parce que dans le fond, ce qui est arrivé fondamentalement, c'est qu'il y a du monde qui était proche du Parti libéral pendant le temps des garderies et des trottoirs. Là, tout ça est un peu louche là. Et mais rien n'a été prouvé. Il y a eu un rapport KPMG en disant on peut rien prouver, je sais pas. Mais finalement, c'est un abattoir qui valait 6 millions. On a fini par payer en tous les producteurs investir presque 90 millions. Et il a fermé, il a fait faillite. Et ceux qui étaient là au départ ont racheté l'abattoir pour mettre du pot dedans. Grosso modo, Oh my God. c'est ça qui s'est passé. Fait qu'on fait l'abattage de potes maintenant. Ben oui. Fait que Payant, par exemple. c'est ça. Fait que, C'est plus cher à la livre. c'est plus cher à la livre, C'est sûr. mais c'est pas si payant que ça finalement le pot. Mais hein. c'est du mauvais lait, par exemple. Ok, ça. Du lait de chanvre. On est dans ces zones-là. Il n'y a pas de grand complot. Le ministre de l'Agriculture, M. Lamontagne, qu'on a rencontré quelques fois, il sait. Ils savent bien. Là. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Là. Mais c'est des structures qui sont lentes à changer. C'est juste que nous, on finit le spectacle là-dessus en se disant fait que quoi, c'est tout de ma faute? C'est genre, fait que finalement, c'est juste la faute du consommateur. C'est ça que vous me dites, vous autres, au pouvoir depuis 8 ans, au siège des grandes corporations, assis sur un des plus grands syndicats d'Amérique, là, mettons. Vous me dites que tout ça fait que, ouais, mais le consommateur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Je suis comme, non.
Comment ça se fait que c'est pas écrit Port Québec? Comment ça se fait que c'est pas écrit Jean Bœuf du Québec? Comment ça se fait que les vaches là vont pas dans l'épicerie là? Comment ça se fait? Ouais. Fait que ça, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement, c'est l'UPA, c'est les producteurs laitiers, c'est les producteurs de bovins, c'est ces grandes syndicats ou corporations ou gouvernements là, qui doivent s'entendre entre elles. Là. Mais tu sais, même, c'est ça, le gouvernement a quand même beaucoup de responsabilités. Puis si on regarde qu'est-ce qu'ils font pour l'environnement, ils font pas grand-chose. Puis pourtant, tout le monde crie « Hey, faut faire quelque chose. » On arrive dans un mur, puis ça doit être la même chose pour les producteurs. Ben c'est ça. Les producteurs, en fait, ils ont des normes environnementales beaucoup plus élevées que tout le lait puis la merde qui rentre des autres. Ouais. Tu comprends, des frontières américaines. Fait qu'eux autres, ils font comme... Mais là, au moins, si ce qu'on faisait venir, il y avait les mêmes normes que nous autres, puis ça leur coûtait aussi cher produire ce lait-là, parce que le lait doit être à telle température, jamais si. La vache peut pas avoir tant d'antibiotiques, tant d'affaires. Si les producteurs d'ici, admettons, ils faisaient, on joue dans les mêmes règles, OK, mais là, c'est pas les mêmes règles. Non. Fait que ça devient plus difficile. Puis le consommateur, j'en parle dans le spectacle, le consommateur, là, il a aucune idée qu'il y a une façon extrêmement simple de savoir quel lait il achète. Les producteurs de lait, ils font même pas ce job-là. Ils aiment mieux déguiser Laurent Duvernay-Tardif en grand-mère, tu sais, pour parler de non, mais c'est leur équipe de com, là, doivent spinner ça. Il y a un logo qui existe depuis quelques années, qui est une vache bleue ou noire sur n'importe quel produit laitier. Là, on prendrait un pot de yogourt ici, ou un fromage, ou n'importe quoi, on le trouverait. Ce logo-là, il garantit que dans le produit laitier, il n'y a aucun ingrédient de l'étranger. C'est tout. T'as-tu déjà vu ça à la TV, toi, ou entendu ça à la radio? Non. C'est ça. Dans les annonces de lait, ils devraient le dire. Exact. Ça devrait être ça, le logo. C'est ça, pour que là, on puisse décider. Fait que là, je l'ai vu, là, tu sais, je veux pas nous attribuer un mérite quelconque depuis le début du spectacle. Tu sais, on arrive à presque 100 représentations puis une trentaine de 1000 spectateurs. Tu sais, le logo, il a grossi. Je l'ai vu, il a grossi un peu. OK. Parce que nous autres, là, ils nous disent, faites pas une pub de lait. Je suis comme, non, ça nous coûte quelque chose, la gestion de l'offre. Tu n'entends, c'est comme un pacte entre les producteurs agricoles puis le consommateur. Mais Chris, mettez-les le logo. Je veux dire, moi, je veux faire partie du pacte, là, ultimement. Ouais. Fait que, il y a certaines choses comme ça qui sont assez simples, assez efficaces, dont on parle dans le spectacle pour nous enligner sur la bonne affaire. Mais après ça, il y a tout un système qui est en train de s'écrouler. Non, c'est ça. On peut mettre notre épaule à la roue, mais la différence qu'on va faire au final, elle sera pas substantielle. Là. Elle sera pas aussi grande que, par exemple, le producteur laitier qui, là, maintenant, je pense que c'est en 2030, il peut plus avoir de vaches attachées, là. Tu sais, ça, c'est énorme, là. Vaches attachées. Oui, stabulation entravée. Donc, 9 fermes sur 10 au Québec, les vaches sont attachées en tout temps. OK. Ils peuvent pas se promener, ils peuvent pas brouter, ils peuvent pas... Ouais, ils restent dans leur petit enclos. Exact. Ouais, c'est Ils ça. sont attachés. Quand ils vont véler, donc, fait qu'ils sont inséminés, puis là, quand ils vont véler, bon, ben là, il y a des tâches, ils vont les mettre dans un parc. Où est-ce que là, je veux dire, pas le parc La Fontaine. Parc de la cathédrale. Dans un plus gros enclos. C'est que c'est plus facile pour la traite, les vaches se blessent moins, etc. Sauf que, du point de vue bien-être animal, quand on regarde ça, c'est vraiment dégueulasse. Ouais. C'est plus dur, tu sais. Après ça, moi, je parle à des producteurs qui viennent de faire la transition vers la stabulation libre, puis mettons, les vaches se blessent, ils ont de la misère, ils sont pas habitués, ils sont pas élevés là-dedans. Fait que c'est toujours plus compliqué qu'on pense. C'est compliqué. C'est beau sortir les vaches. Où? Les prix des terres agricoles ont explosé. Il y a besoin des fourrages, il y a besoin de maïs soya, il faut qu'il fasse son ensilage. Fait que plus il met des vaches, il fait sortir des vaches, moins il peut produire du grain pour lui-même, plus il faut qu'il n'achète, moins ça devient rentable. Tout ça est un cycle complexe. Oui, puis en même temps aussi, il y a d'autres pays qui envoient des gens pour acheter des terres au Québec. Complètement. Fait qu'on perd certaines terres aussi, des terres intéressantes. Puis tu sais, même en Abitibi, là, il y a... le premier combat d'Émilise, d'ailleurs. Oui, exact. Exact. Émilise, avec qui est venue voir le spectacle, avec qui j'ai longtemps jasé d'ailleurs. Tu sais, ça se passe présentement à Laval. Là. Ce soir, à Laval, il y a dans les meilleures terres agricoles du Québec qui vont être données pour des studios de cinéma. Et ça va se passer ce soir. Là. On est bien mardi, c'est ça? Oui, on est mardi. Le vote va se passer ce soir au conseil municipal. La réduction des terres agricoles au Québec, elle est effarante. On a, je pense, quelque chose comme 3 % du territoire cultivable. C'est rien, là. Puis là, on est en train de l'enlever tranquillement, puis on n'a pas compris dans la pandémie que c'était important d'avoir une forme d'autonomie alimentaire. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. On devrait. Fait que il y a vraiment des questions collectives hyper importantes à se poser. Puis ben c'est rare que le théâtre réussisse à aller partout en région, partout. Tu sais, là, ici, on s'en va à Bécomo, on s'en va en Gaspésie, on retourne à Montréal, on a une autre tournée, on fait une version qui s'appelle Berlingo, version d'1 heure, uniquement pour les étudiants, pour qu'ils comprennent c'est quoi l'agriculture au Québec, pourquoi on est construit sur le lait, qu'est-ce qui est important à comprendre dans la gestion de l'offre, pourquoi on est les derniers au monde, à avoir un système de gestion de l'offre géré par les producteurs dans le lait. On est les derniers.
Comment ça se fait? Qu'est-ce que ça veut dire sur nous autres? T'sais? Puis dans le spectacle, on parle de tous les autres modèles coopératifs. Desjardins, c'est encore une coop, Desjardins. Agropur, Solio, je pense que j'en ai vu une, là, une meunerie de Solio, pas loin. Là, je veux dire, c'est tous des modèles coopératifs. On est à se demander encore, est-ce que c'est encore des coops? J'ai une phrase que j'adore, c'est que les coopératives ont été construites pour travailler pour le membre. Et depuis les débuts des années 90, début 2000, c'est le membre qui travaille pour la coopérative. Ça s'est complètement inversé, en fait. Ouais, on peut le voir aussi avec Desjardins qui, à mon avis, travaille un peu plus comme une entreprise privée. Exactement. Desjardins, je pense que son premier mandat, c'est de faire l'éducation économique du Québec. Ouais. On est loin, là. On est loin de l'éducation économique. Dans le temps, on avait notre petit sac avec les économies et les affaires. Mon gars, il l'a encore au primaire. Là, il a encore son... Encore ça? Ça fonctionne encore. Mais je pense que c'est plus pour aller chercher des nouveaux membres que pour... en fait, j'ai jamais appris comment gérer mon cash avec ça, c'est sûr. Si on est en train de faire un podcast dans un théâtre, pas mais c'est sûr, mais c'est moi non plus, d'ailleurs. Hein? mais c'est certain que c'était Desjardins pour aller chercher plus de membres. Je rouvre ton compte quand tu as 5 ans, puis c'est pour tes études. Ouais. Bon, j'ai un compte chez Desjardins, je vais rester là. On a dit non à un pays 2 fois. Fait que peut-être que c'est normal que nos coops soient un peu malades. On ne sait pas où est-ce qu'on est. On le fait-tu, le projet, ou on le fait pas, le petit projet? Je pense que c'est la même chose avec Agropur, c'est la même chose avec Solio, c'est la même chose avec Desjardins. C'est qu'on est comme, c'est une coop, mais c'est une coop ou c'est pas une coop où on veut? On a de la misère à s'enligner sur une affaire, je trouve. Là. Mais on n'aura pas le choix, éventuellement. C'est ça qui est drôle parce que je regarde la belle canette de Nibi. Ouais. Mais c'est écrit que c'est de l'eau de l'escarre du nord du Québec, puis c'est écrit Aliments du Québec. Ouais. Mais l'eau est taguée. Mais pas le lait, pas le fromage, pas le bœuf. Mais le lait, oui, c'est le porc. Le lait est tagué. Qui parlait tantôt. Fait que le lait qu'on boit... Parce que même le ketchup est tagué, c'est. Ouais, mais il est tagué, c'est différent. Parce que vois-tu, un pot de cornichon, par exemple, qui va être tagué Canada, mettons. Ouais. Ça peut être juste le pot. Pas les cornichons. Ben, t'achètes le produit, mettons, t'achètes les cornichons, t'achètes les pots ailleurs, puis là, tu les mets en pot au Québec. Puis je vais leur demander des listes d'ingrédients canadiens. Au Canada, exactement. Fait que, tu sais, il y a du ménage là-dedans. Il y a une affaire qui est super importante, c'est que quand ils ont créé l'OMC en 1994 avec l'Uruguay Round, très difficile à dire, ils ont enlevé l'exception agricole. Ça veut dire qu'avant, sur les produits agricoles, tu avais le droit de refuser une importation de produits agricoles. Avec les ouvertures d'entente de libre marché, on n'a plus le droit. Ils ont fait genre, non, vous n'avez plus le droit de dire non, vous avez juste le droit de mettre des taxations. T'sais. Fait que là, après ça, ce qui arrive, c'est que c'est un jeu de taxation. Tu fais genre, ah oui, tu me taxes tant ces cocombes, moi, te taxer tant sur tes fraises. Fait que tout le marché se régularise. Le problème, c'est que ça détruit, ça mondialise le tout et ça détruit les projets comme la gestion de l'offre dans le lait, certaines affaires. Ce qui fait en sorte qu'on a des fraises de l'île d'Orléans en plein été, puis là, il y a des fraises Californie qui arrivent en même temps, qui compétitionnent. Ce qui n'a aucun esti de bon sens. Ouais, puis on en reparlait tantôt, mais tu sais, justement, la situation en 2016 de Donald Trump, ça avait commencé, je vais taxer ton bois, ben moi, je vais taxer telle affaire, puis là, ça fait une escalation. Et force est d'admettre que on a perdu. Puis on s'en va peut-être vers un deuxième Trump, là, tu sais, fait que pour les agriculteurs, c'est absolument terrifiant parce qu'il n'a pas complètement réussi la première fois, là, lui, là. Il réussit à enlever un morceau de la gestion de l'offre, mais pas complètement. Sauf que ce que ça j'espère qu'il va être juste occupé pour faire une dictature. Ouais, c'est ça, j'espère qu'il va juste être occupé à sa guerre civile de son côté. Tenir son mur, là, qui est pas mais ça m'étonnerait. Le but, c'est vraiment là, d'ouvrir le plus possible les frontières parce que les États-Unis sont toujours en surproduction agricole. Ouais. Fait que c'est un pays exportateur. Fait qu'il veut exporter, Le soya en particulier. Soya, mais c'est vrai dans le bœuf, c'est vrai dans la vache. Parce qu'évidemment, tu sais, on mange de la vache. Là, les gens, ils pensent qu'ils mangent du bœuf, mais on mange de la vache. Là, à l'épicerie, c'est de la vache. Tu vois je sais pas, mon brasserie du coin, là, la bavette, là, ça a des bonnes chances que ce soit de la vache. Là, on mange surtout de la vache parce que c'est vraiment moins cher. Fait que lui, il veut nous l'envoyer, la vache. Là. Ils en ont des vaches, là, ils en ont des millions et des millions et des millions de vaches. Là. Fait que c'est sûr que toute cette affaire-là ils veulent défaire la gestion de l'offre, ça c'est sûr. Ils veulent défaire tout protectionnisme de tous les pays les entourant, assurément. Des bottes remplies de vaches. On s'en allait au Paraguay. Ouais. C'est fou. T'avais-tu des questions d'agriculteurs? Ouais, j'avais des questions d'agriculteurs, mais je t'en ai posé déjà quelques-unes à travers. Intéressant. J'étais parti là, j'étais absorbé. Ah non, c'est intéressant. Il y a une question, faut que tu m'expliques quelque chose. Il m'a parlé de woofing. Ah, c'est-tu les sabots, ça? Ouais. Il dit, que pense-t-il du woofing?
En raison de l'angle d'approche que vous voulez. Ça doit être une note pour moi, I guess. Ouais, ben, le woofing, si je me trompe pas, là, parce que là, il y a un facteur de risque, c'est qu'il y a des... on va enlever, on va écorner les sabots des vaches, puis là, ils vont les prendre, puis c'est souvent des machines qui font ça. Fait que, tu sais, c'est assez... Il faudrait que tu regardes, là. Je sais pas si tous les agriculteurs ont ça, probablement pas, là, mais là, la vache, elle rentre là-dedans, puis elle est tassée sur un livre. Ah ouais, j'ai vu ça, Tu sais, je sais pas si c'est de ça dont il parle. Si c'est pas de ça, j'ai aucune calice d'idée. David, t'es vraiment un agriculteur parce que c'est pointu. Ben, le woofing, c'est que moi, mettons toute la notion de bien-être animal, ça, c'est intéressant. Je sais pas comment en parler. Parce que moi, il y a des producteurs laitiers qui me font rentrer chez eux. Puis là, je vais arriver à un show. Puis là, je vais les bâcher sur la scène. Ça avait pas de bon sens. Puis en même temps, il fallait que j'en parle. On a trouvé un personnage vraiment drôle qui est une vraie fille, là, qui est Florence Canvic, qu'elle s'appelle. C'est la présidente de l'Association végétarienne de Montréal. Complètement végétarienne, complètement bien-être animal, etc. Et au départ du show, vous allez voir, j'essaie de booker une entrevue avec elle. Puis là, elle est comme j'en fais, on se voit-tu mardi? Puis je suis comme, ouais. Puis là, je suis toujours en train de la docker, toujours faire semblant que je peux pas. Fait que finalement, ça s'est construit comme ça dans le spectacle. C'est pas la réalité, c'est pas documentaire, mais elle existe. Elle a quelque chose à me dire. Puis à chaque fois qu'elle veut me parler, je me sauve pour illustrer le déni collectif qu'on fait autour de l'animal et de l'environnement. Fait que ça, c'est une façon qu'on a réussi à trouver d'en parler sans jamais en parler, à part à la fin, mais de pas non plus trahir ceux qui font là. Parce que le film Bacon d'Hugo Latulippe, qui est... presque un chef-d'œuvre dans le domaine. Ça se trouve sur le site de l'ONF, ça se trouve sur YouTube sans problème. C'est sur l'industrie du porc au Québec, juste avant qu'ils mettent le moratoire. C'est extraordinaire. Puis le monde a été blessé parce que les producteurs de porc faisaient entrer Hugo. Puis là, Hugo était comme, ouais, mais c'est dégueulasse. Là, il est castré avec un petit couteau. Puis là, mettons, quand Hugo a montré son film, le producteur était comme, mais Chris, on a l'air des estis de bourreaux. Puis il était comme genre, mais c'est ça que vous faites. C'est ta job. C'est ça qui se passe. C'est vos images. Exact. Fait que ça a été assez dur après ça pour moi de rentrer parce qu'ils sont devenus très méfiants. Ouais. Fait que fallait trouver une façon de faire. Moi, mon but, c'est pas de venir vous dire que, mettons, vous prenez pas soin de vos vaches, etc. Même je le dis dans le spectacle parce que les agriculteurs, ils m'écrivent, ils font genre, c'est vraiment bon, mais t'as jamais dit qu'on aime nos animaux. Je vais le dire le prochain show. Là, je le dis. Le spectacle change au fur et à mesure des gens que je reçois puis des blagues. J'avais une blague sur Corneliu, là, c'est déjà passé. Ouais, la Corneliu, on fait plus Corneliu, Fait que là, c'est plus Corneliu, c'est d'autres choses. Ouais, parce que tu as parlé beaucoup, tu étais tout seul sur scène, fait que il y a rien qui t'empêche de changer. Je suis accompagné de sur scène. Je suis accompagné de Benoît Côté, musicien. Oui, c'est ça. Benoît, c'est parce que en fait, on le nomme pas comme ça parce que c'est une surprise dans le spectacle. Benoît, il est là, c'est un musicien. C'est lui qui a fait toute l'architecture, le montage sonore de tout ça. Puis à un moment donné, il intervient une fois, il intervient deux fois. Mais Benoît, lui, il est né sur une ferme. Fait que là, tranquillement, pas vite, il n'est pas d'accord avec où je m'en vais dans mon curieux Justin là, de luzerne, puis de salade de fleurs de plate-bande. Là. Fait que lui, il est comme genre, hey, tabarnak, wow, c'est assez. Fait qu'il vient par me confronter. Fait qu'on a vraiment un gars qui vient de la ferme sur scène, mais on le sait pas avant, un petit bout qu'on le comprend. Puis le monde, il fait genre, oh, il est pas d'accord. OK, non, il est pas d'accord. Puis là, fait qu'on se chicane un moment donné à savoir, est-ce que le libre marché est une bonne chose ou une mauvaise chose? Selon lui, c'est une bonne chose. Parce qu'il fait, mon père, c'est la seule façon qu'il a pour avoir un salaire avec sa ferme. S'il ne peut pas vendre son grain 6 mois avant de le récolter sur la bourse de Chicago, il ne peut pas investir dans ses bâtiments, il ne peut pas acheter le tracteur, il ne peut rien faire. S'il n'y a pas de libre marché, mon père ne peut pas avoir la ferme. Fait qu'on a cette confrontation-là. Moi, je suis comme, mais pourquoi on va pas chercher de la viande dans les champs? Lui, il est comme, hey man, ça, c'est une autre agriculture. Ça, c'est celle. Puis le monde, il souffrait à ce moment-là. Il souffrait le martyre pour arracher des souches ici en Abitibi, comme mes grands-parents ont fait, là, mes arrière-grands-parents, à tout déforester ça ici. C'était une vie de marde. Oh oui, monsieur. On ne peut pas revenir là, tu sais. Fait qu'il y a cette confrontation. Moi, je joue du piano, je joue du drum. Il joue avec moi sur scène. Fait que non, on est vraiment deux. C'est juste qu'une posture de mon personnage de Justin, il est un peu l'impression lui-même qu'il est tout seul sur scène. Dans la mesure, il est comme il arrête pas de faire oui Ben, c'est pas super intéressant, tu sais. Ben, il veut parler de grands enjeux, puis je suis comme non, j'ai une meilleure blague tantôt, tu vois, ça va être meilleur, tu sais. Puis tu brises-tu le 4e mur? Est-ce que tu parles au public tout le temps? C'est ça. C'est pour ça que comment ça va? All right, cool. Je m'appelle Justin. En 2016, on m'a demandé ça. Puis là, je fais ça. Puis là, je parle avec quelqu'un. Puis là, mettons, le personnage me répond genre, mais là, Chris, il n'y a pas personne qui va vouloir te parler. Là. Tu vas être toute seule sur scène, c'est pas du tout intéressant. Puis là, je suis comme genre, vous allez trouver ça. Puis là, je parle aux gens. Là, je parle 100% aux gens tout le long. C'est parfait, ça. C'est vraiment, oui, je pense que ça a besoin de ça parce que, justement, là, je parle d'accords commerciaux, je parle de sujets très, très lourds, de classe 7, de classe de lait. Fait que, tu sais, s'il n'y a pas d'humour, si je suis pas en train de parler directement aux gens, t'es peur, hein? j'ai peur complètement. Ouais, parce que c'est ça, tu veux l'amener, le côté technique, tu veux qu'ils comprennent, fait que t'as pas le choix de vulgariser
vulgariser. Exact. Puis j'aurais pu faire un show de 5 heures, c'est juste qu'à un moment donné, j'étais comme, c'est pas ça le ton. Puis, tu sais, vous le voyez, là, j'étais un peu à broil tout le temps. Ah ouais, c'est parfait. Les gens, ils seraient comme genre, OK, sortez-moi d'ici. Après 3 heures, là, c'est ça. Cils, admettons, il a brûlé mes cils, tu sais. Dans la prochaine saison à TVA, sortez-moi d'ici, c'est 2 heures avec lui. Exact. Go, go. Il rentre dedans. Une autre question qu'il y avait, par exemple, parce que tu sais, on l'a mis en question, c'est David Desbachers. Je te salue, David. Salut, David. Qui travaille en théâtre aussi. Puis il était très curieux par rapport à ta documentation. C'est-tu vraiment de la recherche terrain ou c'est les entrevues ou c'est un mix de tout ça? Comment tu l'as fait? C'est vraiment un mix. Là. On est devenus amis avec plusieurs producteurs d'ailleurs. Fait que on est allé, je suis allé sur les fermes, je suis allé pelleter de la marde, là, ces fermes, là, littéralement, là, pendant les traites, etc. Après ça, j'ai lu à peu près tout ce qui se faisait. Pour ça, je suis allé rencontrer les plus grands spécialistes, plus politique, gestion de l'offre, agroéconomie, etc. Fait que 100%, tu sais, recherche de 5 ans quand même, là, 5 ans là, que ça a pris à faire le show. Fait que autant dans les fermes, autant dans les assemblées à l'UPA, autant dans les bureaux des conseils d'administration des plus grands transformateurs au pays, dans le monde en fait. Là. Fait que partout. Et s'il y a une chose pour vrai qu'on peut vraiment se vanter, il y a même le président de l'UPA, il y a pas une faute dans ton spectacle. Tout ce que tu dis dans ton spectacle, c'est fait, c'est vérifié, je ne dirais rien. Même les producteurs, ils font, les commentaires sont toujours, ça me fait du bien parce que tu dis des affaires dures, mais les affaires dures que tu dis sont vraies, puis tu dis des affaires que personne n'entend jamais, puis tu es fair dans toute ton affaire. T'sais. Fait que ça, si j'entendais pas ça, je le dirais pas, là, je serais pas en train de me vanter de quelque chose qui est complètement le contraire. Mais pour vrai, c'est notre plus grande réalisation parce qu'on est dans une salle, on est entre la place des Arts chez Duceppe, il y a 800 personnes, puis il y a 200 producteurs, puis il y a 600 membres de la ville, puis tout le monde est debout à la fin, puis est content du spectacle qu'il a vu, puis il n'y a pas personne qui me dit, genre, c'est de la merde ce que tu dis. Des fois, ils vont faire genre, je suis pas d'accord avec l'angle dans lequel tu le présentes, mais on n'est pas là pour induire les gens en erreur, puis on n'est pas là pour faire de la politique sur le dos des agriculteurs non plus. Ouais. Hey, ça arrive à la fin, Justin. Yes. J'aimerais ça te parler que tu as tout un podcast, peut-être nommer c'est quoi le podcast que tu as fait à Radio-Canada? Oh, en développement, je peux pas le dire. Oh, OK, c'est en développement. Ben, on va avoir un hockey bientôt, là, s'ils se font pas couper 800 millions, comme, ou je sais pas, 300 millions, là, je sais pas si ça va se passer. Mais oui, si Radio-Canada existe encore, le podcast existera, j'en suis pas mal sûr. Ça dépend de Poiliel, je pense. Ouais, c'est ça, là, on va se dépêcher. Ouais, si on veut suivre tes progrès avec ta prochaine pièce, où est-ce qu'on te suit? Ouais, rondelet.com, c'est encore qui s'occupe de tout le booking. Fait que là-dessus, il va vraiment avoir les dates de temps de cochon qui vont commencer à rentrer d'ici 1 an. D'ici là, il nous reste une 25 représentations. Fait que on finit ce cycle-là de tournée, puis on se penche sur les prochains projets. Toujours des nouveaux projets. C'est la vie d'artiste. Justin Laramé, encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Onibi, c'est encore une fois excellent comme mot. Benoît. Elle fun ton eau plate, fun. C'est tout ce qu'on avait à dire. Bonne soirée. Alors, mais petit merci bien spécial à Claudel Rodin. Rodin Claudel sur YouTube, qui nous suit beaucoup, qui nous fait des beaux commentaires. Merci Rodin Claudel. Commentaires, c'est tout le temps le fun d'avoir du feedback. Donc, merci et bonne soirée. Bon podcast. Bon podcast, c'est déjà fait. Arrête de parler.